Madame, Monsieur, bonsoir. C'est toujours avec le même plaisir que je vous informe sur Gabon 24. Au sommaire de cette grande édition d'information, le Gabon, où près de 2 mois après l'interdiction des voyages de nuit, suite à un grave accident qui avait fait 17 morts, les transporteurs déplorent aujourd'hui des pertes de recettes et d'emplois et souhaitent le rétablissement et un meilleur encadrement des voyages de nuit. En Tunisie, le pays en proie à une baisse drastique des touristes suite aux vagues d'attentats terroristes mis sur sa culture du vin pour espérer relancer sa filière touristique. Aux États-Unis, à moins de 10 jours de la présidentielle qui aura lieu le 8 novembre, Hillary Clinton et Donald Trump sont au coude à coude tirés, notamment dans l'Ohio où les deux candidats visent les 18 grands électeurs. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Près de 2 mois après l'accident de la route qui a fait 17 morts sur la route nationale numéro 1, l'interdiction des voyages de nuit par le gouvernement ne semble pas bénéfique aux transporteurs. Le collectif des transporteurs terrestres du Gabon souhaite le rétablissement et un meilleur encadrement des voyages de nuit, comme nous le rapportent Gaël Mapessi et Alex Nkogué. Le collectif des syndicats du secteur des transports terrestres a organisé un point de presse ce 29 octobre, consécutif à la mesure d'interdiction des voyages de nuit prise par le gouvernement. Pour eux, cette mesure a des conséquences malheureuses sur leurs activités, notamment une réduction considérable du temps de travail. Cette baisse d'activité entraîne une diminution des rotations et une baisse drastique des recettes, conduisant elle-même à une réduction des effectifs, notamment dans les agences de voyage. Des difficultés d'exploitation au sein des agences, retour à vide de certains véhicules, arrêt obligatoire avant l'arrivée dès qu'il est 18h30. Des difficultés de traiter les cas d'urgence par obligation de respecter les horaires du voyage. Risque des conducteurs de rouler plus vite pour arriver avant l'heure, vu le grand nombre de postes de contrôle routier, oblitérant une grande partie du temps prévu. Une difficulté pour les commerçants d'acheminer à temps réel des produits vers les grands centres de commercialisation. Après consultation interne, il demande au gouvernement la levée de certaines mesures. Une levée de la mesure interdisant les voyages de nuit. Un dispositif ferme d'encadrement de ces voyages de nuit. Un allègement des charges fiscales des agences de voyage, leur permettant de soutenir le niveau de concurrence actuel. Rappelons que cette mesure d'interdiction de voyage de nuit par le gouvernement du Gabon fait suite à l'accident douloureux du 5 août dernier qui avait endeuillé le pays. Parlons des femmes décidées à prendre la parole en public, trouver ce qui bloque pour réussir une bonne prise de parole en public et mettre à profit les techniques des managers pour soigner son image. Les membres de l'association Femmes africaines et Pouvoir, la FAP, prennent part à des ateliers théoriques et pratiques pour réussir les prestations en public. Linda Gaël Maganga, Jospin Bombadianga. Le manque de confiance, la crainte d'être jugé peuvent constituer un handicap pour la prise de parole en public. Pour les femmes leaders, chaque membre doit être outillé pour faire passer le message en faveur des femmes. Il faut maîtriser d'abord le sujet. En réalité, tout commence par ça. Quand on maîtrise son sujet, le reste devient très facile. L'introduction et le développement doivent être très bien mémorisés. Et dès que ça c'est mémorisé, les 5 premières minutes de l'introduction, soit les 3 premières minutes de l'introduction, ça va vous aider à capter d'abord votre auditoire et à faire passer votre message clairement. L'atelier de prise de parole et de l'image tient compte de ce besoin et enseigne aux participantes comment faire face aux imprévus. La prise de parole compte énormément pour une femme qui se dit être une femme de pouvoir. Le leadership se manifeste par plusieurs axes, notamment la prise de parole. En les rendant plus sûres d'elles, on est sûr en fait qu'elles pourront mieux libérer leur potentiel et faire preuve de leadership dans leur quotidien. Tout bon leader doit être en mesure de prendre la parole en public et les techniques de respiration, tout comme la préparation de l'intervention, aident à faire bonne impression devant son auditoire. Une note de motivation pour les femmes entreprenantes. Allons rencontrer une femme qui a décidé de faire de l'élevage de porcs son deuxième métier. Germaine Dianga Mbumba, c'est d'elle dont il s'agit, démontre qu'au-delà de son statut de fonctionnaire, on peut contribuer à l'économie du pays et maximiser ses revenus, comme le présente ce reportage de Gladys Maganga et Bertin Osaga. Germaine Dianga Mbumbu, 50 ans.
est une éleveuse de porc au quartier Libondeng, dans le 1er arrondissement de la commune de Libreville. Une histoire d'élevage qui commence comme ceci. Ma fille était intéressée par l'élevage. À l'époque, elle n'avait que 6 ans. Et en admirant les porcs, elle m'avait demandé d'acheter un porc. Et ce que j'ai fait, au sortir de là, nous avons acheté un mâle. Et nous avons créé une petite porcherie de 3 box à la maison. Et ces 3 box et ce couple nous ont donné la première mise bas. Nous avons eu 7. Fonctionnaire au ministère de la Culture et des Arts, Madame Bombou a décidé, avec le concours de l'Institut gabonais d'appui au développement, IGAD, de suivre une formation au sein de cet institut. Je suis allée suivre la formation d'un mois IGAD. Au sortir d'IGAD, j'ai eu un parchemin. Et après ce parchemin, IGAD m'a octroyé ce bâtiment que vous voyez. Donc IGAD nous accompagne ici et ils nous ont mis à notre disposition des techniciens qui nous suivent. L'importation de viande représentant plus de 90% de la consommation au Gabon, Madame Bombou apporte sa pierre pour contribuer et pour lutter à une autosuffisance alimentaire de son pays. L'actualité en Afrique, au Burkina Faso, où 2 ans après des événements des 30 et 31 octobre 2014 qui ont conduit à la démission du chef de l'État burkinabé Blaise Compaoré, le pays des hommes intègres a commémoré samedi 29 octobre l'an 2 de cette insurrection. Le récit de Larding Gemamba. Le Burkina Faso commémore les 2 ans des événements des 30 et 31 octobre 2014 qui ont abouti à la démission puis à la fuite du chef de l'État burkinabé Blaise Compaoré. Samedi 29 octobre, l'opposition organisait une conférence nationale sur l'insurrection et les défis du Burkina Faso post-insurrectionnel. Une journée entièrement pour faire le bilan et tirer les leçons. Thème important, la réconciliation nationale. L'ancien porte-parole des organisations de la société civile pendant l'insurrection dans la ville de Bobo Dioulasso, Arsène Samba, appelle à rester prudent et à ne pas dissocier la justice d'un tel processus. Si on risque sa vie pour que les choses changent et que l'on voit que sur le plan de la gouvernance, sur le plan du choix des hommes et des femmes, sur le plan de l'économie, sur le plan de la justice, il n'y a pas d'avancée rapide, on est en droit de se poser des questions sur le sens du combat que l'on a mené, s'interroge l'opposant Zerfirin Diabé, président de la coalition des forces démocratiques pour un vrai changement. Faire preuve de patience, c'est précisément ce qu'a demandé Rochma Christian Kaboré. Je suis conscient de l'importance des attentats et des difficultés que rencontrent les Burkinabés dans leur ensemble pour faire face à leurs besoins quotidiens. Aujourd'hui, tous les secteurs sont prioritaires dans notre pays. Il n'est donc pas possible de prétendre à moins d'1 an de trouver des solutions acceptables et durables sans se donner le temps et les moyens d'y travailler. Le chef de l'État a donc lancé un appel solennel à la retenue sur le front social afin de donner toutes ses chances à la concertation, au dialogue et à l'engagement collectif pour mettre le pays au travail et créer les emplois et les richesses pour garantir la prospérité à tous les habitants du Burkina Faso. En tournée en Afrique de l'Ouest, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, Manuel Valls pose ses valises au Ghana, affiche le soutien de Paris au processus démocratique dans la région tout en travaillant sa stature internationale. Les détails avec Gladys Maganga. Le Togo change dans le bon sens, a estimé vendredi soir à Lomé le Premier ministre français Manuel Valls dans le cadre de sa tournée africaine. Cette tournée vise notamment à renouer avec certains pays africains qui se sont sentis oubliés par Paris ces dernières années. Pour Manuel Valls, la France veut une relation plus forte avec le Togo. Il affiche sa satisfaction. Pour lui, cette visite est l'occasion de donner sa vision de l'Afrique, une vision optimiste. Manuel Valls en a profité au passage à inaugurer la nouvelle école maternelle et primaire au lycée français de Lomé pour rendre hommage à Charles de Gaulle, dont cette école porte le nom. Un hommage qui n'est pas anodin et qui résonne avec les débats sur l'identité des migrants qui agitent la France. La tournée vise aussi à afficher le soutien de Paris au progrès démocratique sur le continent et à consolider les relations commerciales menacées par la concurrence des pays émergents comme la Chine. Des milliers de personnes ont manifesté samedi à Nouakchott à l'appel de partis d'opposition contre de prochaines modifications constitutionnelles en Mauritanie. Andy Tungi nous fait le récit. Les manifestants ont défilé samedi à Nouakchott avant de se retrouver pour un meeting dans le centre-ville, à l'appel du Forum national pour l'unité et la démocratie, FNDU, une coalition qui regroupe une quinzaine de partis de l'opposition radicale, non au tripatouillage de la Constitution.
Halte à la gabégie et à la corruption, non à l'atteinte au symbole de la République, ont scandé les manifestants, estimés à plusieurs milliers. Le pays est pris en otage. Nous devons y faire face, a déclaré le président du FNDU, Cheikh Sidi Ahmed Ould Babine. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la chose qui est la plus importante et la plus chère à tous. Le fait que nous nous opposons à tout tripatouillage de notre constitution et à toute atteinte aux symboles et aux acquis de la nation. Il a appelé les forces opposées à cette mascarade, les modifications constitutionnelles envisagées, à se dresser contre un seul homme pour mettre fin au projet de destruction du pays mené par Mohamed Ould Abdel Aziz, le président mauritanien. Des partis de l'opposition, non membres du FNDU, comme le Rassemblement des forces démocratiques RFD d'Ahmed Ould Dada, un des principaux opposants, ont participé à la manifestation de samedi, organisée après le dialogue national, lancé le 29 septembre et qui s'est achevé le 21 octobre. Direction le Soudan avec le président kényan Uhuru Kenyatta qui a entamé une visite de 2 jours dans ce pays ami samedi, quelques jours seulement après que Khartoum ait lancé un appel à tous les pays africains leur demandant de se retirer de la Cour pénale internationale. Le président kényan Uhuru Kenyatta a entamé une visite de 2 jours au Soudan samedi, quelques jours seulement après que Khartoum ait lancé un appel à tous les pays africains leur demandant de se retirer de la Cour pénale internationale. Le Soudan a exhorté les membres des pays africains à quitter la CPI basée à La Haye, où il dit être un nouvel outil colonial contre les dirigeants africains, après que l'Afrique du Sud ait annoncé sa décision de se retirer la semaine dernière. Le Kenya est un membre de l'Union africaine qui a pris une décision collective de se retirer de la Cour pénale internationale. C'est une question liée au Kenya. La question de quand le Kenya décidera de se retirer est une décision qui revient au Kenya. Uhuru Kenyatta, qui lui-même fait l'objet d'une enquête par la CPI sur la violence mortelle post-électorale de 2007 et 2008, a été accueilli à l'aéroport de Khartoum par son homologue Omar El-Béchir, qui est également recherché par la CPI sur les crimes de guerre liés au conflit du Darfour. Sur les 10 enquêtes de la CPI depuis 2002, 9 sont liées aux pays africains et la plupart des cas de la CPI ont été soumis au tribunal par les gouvernements africains eux-mêmes. En Éthiopie, le gouvernement éthiopien, porté par la croissance économique, veut remplacer les taudis de la capitale par des immeubles HLM. Objectif ici, créer une ville moderne et faire de l'Éthiopie un modèle sur le continent. Le reportage de nos confrères de l'AFP. Détruire les chicabettes, les taudis de la capitale Addis Abeba pour les remplacer par un nouveau centre d'affaires, c'est l'objectif du gouvernement éthiopien dans ce quartier de Kazanche. Getnesh Amare est femme de ménage. Cette mère de 4 enfants va devoir partir pour s'installer dans un condominium ou condo, version éthiopienne du HLM. Le condo est devenu un symbole de développement. Les autorités éthiopiennes veulent débarrasser le centre-ville des miséreux. L'idée principale de notre plan de développement de la ville, c'est de créer un endroit vivable pour tous les habitants d'Addis. Nous devons créer plus de routes et plus d'espaces verts. En tant que ville qui représente l'Union africaine, notre ambition est de créer une ville moderne. Mais la modernité a un prix. Pour acquérir l'un de ces appartements, les futurs propriétaires doivent verser un apport équivalent à 10% du prix total, soit entre 5 et 25 000 $. Et pour ce qui est du crédit, dans un pays où le salaire mensuel est souvent inférieur à 100 $, les remboursements sont vite inabordables. Topio a été l'une des premières à emménager dans cet immeuble, elle aussi contrainte et forcée. Et aujourd'hui, elle peine à rembourser les mensualités. Mais d'autres habitants, en revanche, sont bien contents, eux, d'avoir quitté leur ancienne maison. Quand vous vivez dans un condo, les installations sont meilleures. Il y a des toilettes et une cuisine. On peut facilement avoir accès à l'eau et l'électricité. Dans notre ancienne maison, nous n'avions pas tout ça. Construire 700 000 logements en 5 ans, c'est l'objectif du gouvernement éthiopien. Ambitieux certes, mais pas suffisant pour faire disparaître les chicabettes.
Aujourd'hui, plus de 80% des habitants d'Addis Abeba vivent dans ces maisons de fortune. Alors que le tourisme tunisien paraît vivre un hiver sans fin, Mohamed Benchek croit en des jours meilleurs. Parmi ses atouts, le vin, culture ancestrale en plein renouveau. Le reportage de nos confrères de l'AFP. Dernier jour des vendanges au domaine Néferis en Tunisie. La culture du vin date de plus de 3000 ans dans le pays. Mais c'est dans les années 90 qu'elle a été remise au goût du jour pour compter aujourd'hui 7 appellations d'origine contrôlée. En Tunisie, on n'a pas de problème avec le soleil, donc on a un climat propice pour la vigne, très coloré et très riche en sucre. Donc ce qui nous permet d'avoir des vins à un bon degré alcoolique et à une maturation assez bonne. 32 millions de bouteilles sont produites chaque année en Tunisie. Mais le marché est principalement local. Le vin tunisien n'est pas connu à l'étranger, une communication sur laquelle travaillent aujourd'hui les producteurs. Le tourisme tunisien, principalement balnéaire, a beaucoup souffert de la révolution de 2011 et des récentes attaques terroristes. Aujourd'hui, les autorités cherchent à le réinventer. Et pourquoi pas faire de la viticulture une nouvelle attraction touristique ? Ce nouveau produit qu'on est en train de mettre, j'espère, à partir de 2017 à la disposition des tour opérateurs du tourisme tunisien et étranger, c'est l'itinéraire culturel. Un itinéraire culturel, c'est une alternative au tourisme classique. L'itinéraire culturel qui est une espèce de route des vins de Tunisie. La viticulture en Tunisie représente aujourd'hui un marché de 80 millions d'euros, dont 25 millions de recettes fiscales. La croissance peut se porter vers les exportations qui ne rapportent que 10 millions d'euros. L'actualité dans le monde débute avec ces manifestants qui se sont rassemblés devant les bâtiments de l'Union européenne à Bruxelles ce dimanche pour dénoncer la signature du traité de libre-échange CETA. Le récit d'Andy Tungi. L'Union européenne et le Canada signent dimanche à Bruxelles leur traité de libre-échange. Retardé par des vifs désaccords internes belges, un épisode qui rend incertain l'étape suivante, sa ratification obligatoire par chacun des différents parlements des pays de l'Union. Quelle patience a lancé le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, au Premier ministre canadien Justin Trudeau, à son arrivée peu après midi, 11h GMT, au siège du Conseil de l'Union européenne. Les choses difficiles sont difficiles, mais on a pu réussir, lui a répondu Trudeau. Bien joué, a-t-il aussi dit au président du Conseil, Donald Tusk. À l'extérieur du bâtiment, quelques dizaines de manifestants scandaient des slogans hostiles au CETA et brandissaient des pancartes « Citoyens avant multinationales » au son de tambours. Ils ont aussi lancé de la peinture rouge. Le Premier ministre canadien, dont l'arrivée a été retardée d'1h30 en raison d'un problème d'avion technique au départ d'Ottawa, attendait depuis plusieurs jours que les Européens règlent leur bisbille afin que l'accord puisse être signé. Une énième crise européenne dans lieu déjà ébranlée par le Brexit, la crise des migrants et le terrorisme. Un séisme de magnitude 6,5, le plus puissant en Italie depuis 1980, a frappé dimanche le centre de la péninsule, provoquant des destructions, notamment à la célèbre basilique San Benedetto de Norcia. Ce séisme n'a pas fait de morts, selon la protection civile. Andy Tungi pour le récit. Un séisme de magnitude 6,5 a de nouveau frappé dimanche le centre de la péninsule italienne, provoquant ainsi des destructions, notamment à la célèbre basilique, mais pas de morts, selon la protection civile. Nous confirmons ne pas avoir d'informations sur des victimes. Nous avons une vingtaine de blessés relativement légers, a déclaré en milieu de journée devant la presse à Rieti, une ville du centre du pays, proche de l'épicentre, Fabrizio Curcio, chef de la protection civile. À Norcia, bourg pittoresque situé près de l'épicentre dans la région de l'Ombrie, épargné par les précédents séismes, des images de la télévision italienne montraient dimanche matin les habitants rassemblés sur l'une des plages du village, enveloppés dans des couvertures. Ces images témoignaient également de l'effondrement de plusieurs bâtiments, dont la basilique San Benedetto, construite à partir du XVIe siècle et à moitié détruite. Selon la légende, elle aurait été édifiée sur le lieu de naissance de Saint Benoît, fondateur de l'ordre des bénédictins, né à Norcia en 480.
La région avait déjà été touchée par plusieurs tremblements de terre depuis la fin du mois d'août. Celui d'août avait fait environ 300 morts, tandis que les 2 séismes du 26 octobre n'avaient provoqué que des dégâts matériels. Le séisme de l'Aquila, qui avait fait plus de 300 morts en 2009, avait une magnitude de 6,3. Pour trouver un séisme plus puissant, il faut remonter à novembre 1980, quand un tremblement de terre d'une magnitude de 6,9 avait fait près de 3000 morts. Les dirigeants latino-américains ont discuté de la crise économique et politique du Venezuela lors du 25e sommet ibéro-américain en Colombie. La conférence a débuté le 28 octobre et dure 2 jours à Carthagène des Indes, sur la côte caribéenne en Colombie. Le récit de Lardingue Mamba. Le 25e sommet ibéro-américain s'est ouvert vendredi à Carthagène des Indes sur la côte caribéenne en Colombie et prend fin ce dimanche. Lors de ces conclaves, la situation vénézuélienne, notamment la crise politique et économique, ont figuré en bonne place au cours de cette 25e édition. Le thème de la paz nos lleva a lo que pasa en partes del hemisferio. La question de la paix nous mène à ce qui est en train de se passer dans certaines parties de l'hémisphère, surtout dans le pays voisin, qui souffre d'une terrible crise économique et des droits politiques et des droits de l'homme. Je vous remercie tous et je vous présente des excuses au nom du président Maduro, car, comme vous le savez tous, une série de discussions avec l'opposition débute demain au Venezuela pour trouver une solution. Nous allons nous mettre à la table des négociations, lancer un dialogue politique pour régler les problèmes avec les gens qui ont essayé de renverser le gouvernement du Venezuela à l'aide des moyens constitutionnels antidémocratiques. Ce sommet, créé à l'initiative de Madrid en 1991, réunit tous les 2 ans les dirigeants des pays latino-américains, de l'Espagne et du Portugal. Mi-septembre, les États fondateurs du Mercosur, l'Argentine, le Brésil, Paraguay et l'Uruguay ont décidé d'assumer ensemble la présidence de l'organisation sans l'accorder au Venezuela et ont menacé ces derniers de suspension, entraînant des vives protestations du gouvernement vénézuélien. Le Venezuela, admis en 2012 au sein du Mercosur, fondé en 1991, n'a jusqu'à présent ratifié qu'un nombre restreint des normes juridiques de l'organisation en matière commerciale et économique et portant sur la gouvernance ou les droits de l'homme. Je vous le disais en titre, aux États-Unis, alors que la campagne présidentielle entre dans sa dernière ligne droite, dans l'État de l'Ohio où Hillary Clinton et Donald Trump sont au coude à coude dans les sondages, les 2 candidats labourent le terrain dans l'espoir de remporter ces 18 grands électeurs. Le candidat républicain jouit notamment d'une légère avance. Le reportage de nos confrères de l'AFP. Dans ce local de campagne républicain, pas question d'écouter les arguments d'Hillary Clinton. Ici, dans l'Ohio, région industrielle déchue, le discours protectionniste de Trump fait mouche. Et comme Diane, ils sont nombreux à croire que l'homme d'affaires amènera les emplois dans l'ancien poumon économique de l'Amérique. Selon les derniers sondages, Trump semble en passe de rafler les 18 grands électeurs de l'Ohio. Un nombre conséquent qui pourrait aider à renverser la vapeur. Alors, du côté démocrate, la stratégie est claire, s'assurer que les électeurs du parti se rendent aux urnes dans les bastions démocrates, les villes et le nord de l'État. Au début, on poussait les électeurs à s'inscrire sur les listes électorales. La date limite dans l'Ohio est passée, alors maintenant on pousse les gens à aller voter. Ils peuvent voter aujourd'hui, ils peuvent voter demain. C'est là-dessus qu'on se concentre, s'assurer que les électeurs enregistrés aillent voter. Dans la dernière ligne droite de la campagne, les 2 prétendants à la Maison-Blanche labourent le terrain dans l'Ohio. Hillary Clinton tente d'attirer les électeurs sur le même terrain que son adversaire, l'emploi. Nous avons besoin de mesures pour répondre aux inquiétudes et aux questions légitimes que les gens ont ici en Ohio. Je pense que c'est ce dont le pays a besoin aujourd'hui et c'est ce que je vais essayer de vous apporter. Mais le grand gagnant de l'élection reste la méfiance. Dans tout le pays, les 2 candidats ont une cote de popularité très basse. Dans l'Ohio, ceux qui ont déjà voté en avance l'ont fait à reculons. La candidate démocrate jouit toutefois d'une confortable avance au niveau national. Pour Donald Trump, en revanche, l'Ohio sera loin d'être suffisant pour remporter les 270 grands électeurs nécessaires pour s'installer à la Maison-Blanche.
Allons cette fois au Mexique où bientôt la fête des morts qui est célébrée le 1er novembre est déjà à Mexico. Près de 250 000 personnes ont participé à la première parade de la fête des morts, un défilé haut en couleur inspiré par la scène d'ouverture du dernier James Bond Spectre. Le récit de Gladys Maganga. La scène d'ouverture du film Spectre met en scène un James Bond poursuivi lors d'une procession pendant la fête des morts dans le centre de Mexico. Sauf qu'une telle procession n'a jamais existé dans la capitale. Pour moi, c'est une fête que l'on doit maintenir en vie. Ces derniers temps, notre identité s'est diluée à cause des traditions étrangères et je pense que notre culture est assez riche pour y puiser l'énergie nécessaire pour continuer à célébrer la fête des morts. Inspiré par le film, les autorités municipales ont décidé de transformer la fiction cinématographique en réalité en lançant une parade identique le 29 octobre. Des centaines de volontaires participeront à cette parade et revisiteront les accessoires et costumes du film. Pour maintenir en vie les traditions, pour que les gens me voient et disent « Ah, regarde, elle est maquillée, elle ne vient pas qu'assister au défilé. Tu sens que tu fais partie de la parade, même si tu ne défiles pas avec eux. » La procession fera partie d'une série d'événements qui se dérouleront jusqu'au 2 novembre dans la capitale. Le jour des morts se déroule chaque année entre le 1er et le 2 novembre. Bonne fête de mort à tous. Du sport ce dimanche soir, la mascotte de la CAN 2017 et sa troupe de danse en préparation à un peu plus de 75 jours de la Coupe d'Afrique des Nations Total Gabon 2017. L'heure est aux ultimes réglages pour l'organisation. Samba, la célèbre mascotte, et sa troupe de danse dirigée par l'Association gabonaise de danse urbaine et ses chorégraphes sont aussi dans la danse. Freddy Koula et Alex Kogé étaient à leurs entraînements ce dimanche au stade de l'Amitié d'Angonje, c'est au Gabon. Samba, la mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations Total 2017 et sa troupe de danse surpris ce dimanche à Angonje. Ils préparent eux aussi leur CAN d'un point de vue physique, moral et surtout chorégraphique avec l'assistance de la Fédération gabonaise de danse urbaine. Nous avons préparé les danseurs de manière technique, artistique, qui sont prêts à danser de manière individuelle et bien sûr en chorégraphie. Il va sans dire que ces danseurs sont pluridisciplinaires, d'où le fait que vous allez trouver une multitude de styles dans la chorégraphie. Donc voilà, la fédération fédère plus de 800 danseurs aujourd'hui et donc voilà, nous avons lancé un casting qui nous a donné, je vais dire comme ça, les meilleurs de chaque groupe par rapport à la diversité des styles dans lesquels ils excellent. On a commencé avec un travail de remise en forme avec M. Ngon, ici présent, avec qui on a travaillé durant ces 7 mois, d'abord sur le plan physique, ensuite sur le plan technique. Il y a eu beaucoup de révisions, d'une part. D'autre part, il fallait emmener les danseurs à un autre niveau parce que l'attente des populations est très très grande vis-à-vis des récents événements au Gabon. Donc il faudrait qu'on puisse faire en sorte que tout le monde se sente bien, tout le monde appréhende la CAN avec une bonne humeur, une certaine gaieté et encore plus une certaine confiance. Musique, danse, bonheur et sourire, voilà ce que rêve d'offrir Samba et sa bande à tout le continent pendant la prochaine CAN au Gabon dès janvier prochain. Le rappel des titres avant de nous quitter dans cette grande édition d'information au Gabon. Près de 2 mois après l'interdiction des voyages de nuit suite à un grave accident qui avait fait 17 morts, les transporteurs déplorent des pertes de recettes et d'emplois, souhaitant le rétablissement et un meilleur encadrement des voyages de nuit. En Tunisie, le pays en proie à une baisse drastique des touristes suite aux vagues d'attentats terroristes, mise sur sa culture du vin pour espérer relancer la filière touristique. Aux États-Unis, à moins de 10 jours de la présidentielle qui aura lieu le 8 novembre prochain, Hillary Clinton et Donald Trump sont à couteau tiré, notamment dans l'Ohio où les 2 candidats visent les 18 grands électeurs. Voilà, Madame, Monsieur, c'était là le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur Gabon 24. L'actualité se poursuit.